Vous dites vous appeler Ekia, Amici, Zimbou. En ce mois de mai 1897, vous partez pour l'Europe, avec le contingent emmené par les médecins blancs. Vous, qui venez de l'estuaire de Boma, du Haut-Congo ou du Kasaï, vous êtes attendu à l'exposition universelle de Bruxelles. Vous arrivez d'un pays réputé impénétrable. Ils vous ont promis des cadeaux et le privilège de vous habiller comme les Blancs. Vous serez les ambassadeurs de l'Afrique que le roi veut faire connaître aux Belges. Jours de traversée depuis Boma, le froid glacial. À bord, les épidémies de variole. Déjà 3 morts. Vous débarquez le 1er juillet 1897. Anvers frissonne, mais des milliers de voix vibrent jusqu'à vous. Déjà, les fanfares s'avancent. Comment vous prénommez-vous demandent les Belges amassés sur les quais. Inungu, Bajoko et Punja, vos noms sont imprononçables. J'ai vécu au centre du pays, là où ils n'ont même pas l'idée de ce que c'est que la mer. À part peut-être le lac Monkamba, mais qui est très loin. Et pendant toute mon enfance, je voyais des images splendides des missionnaires qui arrivaient chez nous. Et la première chose qu'ils nous montraient justement, c'était le port d'Anvers, puisque la plupart avaient embarqué à Anvers. Et les films que je voyais dans la cité minière où j'ai grandi, à la fourmilière de Bakwanga, portaient principalement sur les grands bateaux qui partaient vers des horizons lointains, et particulièrement vers le Congo belge. Donc Anvers pour nous c'était la grande cité d'où partait la civilisation, d'où partaient ces missionnaires, d'où partaient les administrateurs coloniaux, tout ce qui faisait la splendeur de la colonie. C'était beaucoup plus une image de gloire, si vous voulez, hein, de magnificence et pour nous presque un lieu inaccessible, une porte d'entrée vers le ciel. Mais jamais on n'aurait imaginé qu'Anvers puisse avoir une autre image que celle de cet émerveillement. L'exposition universelle de Bruxelles, qui rassemble plus de 50 pays, s'ouvre pour 3 mois. L'après-midi même, vous arrivez à la gare du Nord. Partout, la foule curieuse et sympathique. Les journaux d'époque parlent de flots délirants, de véritables grappes humaines. Vous êtes ici les héros. En quelques jours, vous avez accédé à un autre monde. La presse vous cite quand vous vous exclamez « Il y a plus de blancs que de feuilles sur les arbres de nos forêts ». Attention, attention, restez en retrait des Congolais. Prière de laisser sortir le contingent dans l'ordre. Attention, attention, laissez passer la délégation congolaise. Le soir même, on vous transporte à Tervuren, petit village paisible de quelques centaines d'habitants. Des agriculteurs, des ouvriers, quelques bourgeois. L'exposition consacrée au Congo vient tout juste d'être installée et présente plusieurs sections. Des objets ethnographiques, un aquarium de poissons exotiques, un entrepôt vitrine des produits du Congo, un pavillon sur l'action des missionnaires.
La police belge est chargée de l'encadrement. Le lendemain, vous voilà à pied d'œuvre, le programme peut commencer. Ici, je suis exactement à l'endroit où se trouvaient les Congolais en 1897. Le programme qui leur était imposé consistait à présenter des scènes de la vie quotidienne, à chanter, à exécuter des danses ancestrales, à fabriquer des objets d'usage courant et parfois à amuser les visiteurs avec des démonstrations de courses en pirogue. Pendant la journée, ils vivaient dans 3 villages traditionnels, séparés du public par une clôture. Leurs cases étaient installées autour de ces étangs. Pour la construction de ces cases, on avait amené des matériaux de là-bas dans les cales du bateau. Alors des palmiers et des bananiers devaient donner à l'ensemble un aspect plus exotique, plus tropical. Les organisateurs avaient eu soin de constituer un échantillonnage de différents types de la population. Ainsi, ils avaient fait venir des Mongos, des Batetela, des Bakongo, des Baluba et même des Pygmées. Plus de 250 individus, parmi lesquels un contingent de 100 soldats de la force publique, avaient été conduits à Tervuren. C'est ici qu'ils passaient la nuit, à l'étage de ce bâtiment-là, réaménagé pour les circonstances juste avant leur arrivée. Dans les dortoirs, les soldats avaient leurs armes bien arrangées et les mariés avaient leurs chambrettes avec des petits rideaux bleus, rouges, etc. La Croix-Rouge, devant veiller sur la santé des Congolais, peut-être qu'elle devait également les surveiller, s'était établie à proximité. Ils recevaient par jour et par personne des quantités suffisantes de pain, de riz, de viande, de légumes. Comme boisson, ils avaient droit à de la bière. Et pour les réconforter quelque peu, on donnait régulièrement du genièvre. Bakaki, Mombai, Lokangi, Yele, Wajoko, Musiata, Bikoko Moko, Yendele, Sangila, Lukunga, Mopera, Boma, Mundonga, Epunja, Lokanza, Bikoko, et vous tous qui êtes là, vous qui êtes venus de si loin, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, maintenant, je vous appelle, je vous invoque.
On vous nomme Ekia. Chef de la tribu des Bangala, vous avez 20 ans à peine. On vous dit malade et très éprouvé par la traversée. Vous vous appelez Mopera, guerrier de la même tribu. Un officier belge vous a demandé de déposer les armes. Vous êtes les membres de la force publique, 100 hommes bien entraînés, dit-on. Et parmi vous, le sergent Kitoma, qui recevra plus tard les honneurs du bourgmestre de Bruxelles. Vous prétendez être un chef arabe et vous vous êtes joint à l'expédition. Mangwe et Moumou, c'est vous, les 2 pygmées que les médecins ont emmenés dans leur mission d'exploration. Et vous, Sianga, Kasongo et toutes les autres femmes, vos enfants, vos bébés, et vous tous qui êtes chargés d'animer le spectacle. Bakaki, forgeron, désigné pour montrer au public la fabrication des armes. Kidoko et KMB, musiciens. Yandele et Mumbai, vous avez 18 ans et vous portez l'étoile jaune, emblème de l'État colonial. Muniata vous posez, paraît-il, en échange de quelques centimes. Et vous, la petite Gemma, pourquoi refusez-vous obstinément de porter l'habit des Blancs? Et tous les autres qu'on ne verra pas, absents des clichés, malades, inaptes au climat belge, vous avez rejoint l'infirmerie. À leur arrivée, et surtout avec ce contingent de la force publique, avec leur défilé, etc., les Congolais ont été accueillis par des applaudissements, des vivates, etc. Mais dès le début de leur exhibition au parc même, donc dans ces 3 villages, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, les gens, enfin, disons, les Belges avaient aussi leur idée préconçue sur les Congolais, parce que pour eux, les Congolais, c'était des sauvages, mais des sauvages en fait nobles et heureux. Ils voulaient se montrer généreux à l'égard de ce Congolais-là. Et bon, on a commencé à jeter des bonbons, des oranges, des bananes aux Congolais de ces 3 villages. Ils sont là, parqués comme le sont les animaux dans les concours, chers à badauds blancs, dont la curiosité n'est elle-même pas dépourvue d'une certaine férocité. Les soldats ont généralement la physionomie impassible. Quelques-uns laissent errer sur leurs lèvres un imperceptible sourire, quelque peu goguenard. Il en est dont l'œil est très bon, très doux, qui montrent leurs dents d'une éblouissante blancheur dans un rire éternel. Un chef à la mine brutale, l'œil dur et perçant, se prélasse à l'entrée d'une case. Il est coiffé d'une sorte de casque grotesque et sur sa poitrine descend un collier de dents. Près de lui, assise, la figure indifférente, quelques créatures qu'on nous dit être ces femmes. C'est ça, cette fameuse civilisation des nègres? Et ce sont des noirs de choix encore? Eh bien, merci. À coup sûr, leurs pensées ne s'élèveront point. Et ils partiront sans doute comme ils nous sont venus, grands enfants, grands paresseux et grands païens. C'est le regard que les visiteurs
je dirais, le bas peuple portait sur les Noirs. Et ce qui est curieux, c'est que ce regard était identique à celui que, par exemple, la bourgeoisie, l'aristocratie portait sur les travailleurs, les ouvriers, les cultivateurs. C'est-à-dire, les visiteurs, ces Belges-là, étaient convaincus que ces Noirs, que c'était des primitifs, qu'ils étaient sales, stupides, mal élevés, etc. Bah, c'était aussi ce regard que la bourgeoisie portait sur les travailleurs. Toutes les cultures sont faites pour regarder les autres. La question de l'autre, elle est au cœur de toutes nos existences. Mais j'imagine, moi je suis ce Congolais de 1897. Je suis au même endroit où je me trouve maintenant. Et toi, tu es belge en face de moi. Tu m'obliges à adopter un comportement que tu voudrais absolument reconnaître en moi pour que je fasse la preuve que je suis un être humain. Tu m'obliges à m'habiller, à parler, à manger, à dormir, à respirer même, comme tu voudrais que je le sois. Mon existence en réalité ne t'intéresse pas du tout. Ce qui est important, c'est l'image que tu veux retrouver en moi. C'est ça le regard de l'autre qui tue. C'est le regard de l'autre, c'est un viol permanent. C'est un homicide culturel. Ils sont venus, je suis venu de chez moi, je suis déjà une pesanteur historique. Au village congolais, chanter, danser, c'est chaque jour la même rengaine. Vous vous êtes grimé pour le roi, mais il n'est pas venu. On le dit fort occupé par les affaires de l'État. Il ne viendra pas aujourd'hui ni les autres jours. Il redoute, paraît-il, de vous serrer la main par crainte des maladies contagieuses. La reine, quant à elle, s'est déplacée jusqu'au village reconstitué, suivie par un cortège de femmes, membres du Congrès des féministes de Belgique. Intriguée par vos scarifications, elle avait commandé les services d'un photographe, mais on raconte que les clichés ont été ratés. Hors de l'enclos, par contre, l'accueil des Belges a été exceptionnel. Les organisateurs vous ont conduit au cirque, on a tiré des feux d'artifice en votre honneur. Et vous disiez: le blanc a le pouvoir de faire voler le feu et les étoiles. Vous êtes impressionné par les hautes maisons collées les unes aux autres, les magasins, l'argent, la viande, la magie de l'électricité ou des tramways. Ce 14 juillet, 9 d'entre vous ont été choisis pour visiter la ville et manger à la table de Charles Bulls, bourgmestre de Bruxelles. J'imagine l'arrivée de ces 9 Congolais. Ils sont précédés de 2 médecins et je ne sais pas ce qu'on leur a dit qu'ils verraient à l'hôtel de ville, mais dans leur tête, ça devait être quelque chose de grandiose, de magnifique. La place déjà par elle-même, elle est fastueuse. Et puis surtout, il y a la cohue, toute la foule des gens, tous ces regards braqués sur eux. Et il fallait surtout pas qu'ils commettent la moindre faute dans la démarche, dans l'allure, dans
le scénario devait déjà être monté depuis longtemps. Et en plus, eux, ils étaient quoi là-dedans? Ils étaient presque dans des flots géants où ils devaient surmonter le courant et arriver à montrer qu'ils étaient là, qu'ils représentaient quelque chose. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient être reçus par un roi ou par plus qu'un roi. La scène du repas avec les convives congolais, elle devait être très impressionnante. Le décor déjà, ils sont dans une salle somptueuse qui est pleine de souvenirs, d'images très fortes dans l'histoire de l'Europe. Ils sont 9, accompagnés de leurs 2 médecins. Ils sont assis à table avec tout le couvert, tout ce qu'il y a comme faste. C'est somptueux, c'est grandiose. Et il y a des journalistes qui les entourent, qui les observent, juste pour savoir comment ils vont se comporter à table. Et monsieur le bourgmestre, assis en tête, qui fera le grand discours de réception et qui va leur dire des mots qui représentent énormément de choses dans le projet même de la colonisation. Et ces 9 Congolais, ils devaient se débattre contre les assiettes, contre le couvert, manger convenablement, faire la preuve qu'ils étaient enfin arrivés à maturité pour être civilisés. Quelques années plus tard, le même Charles Bulls fait un voyage au Congo et note dans un livre « Ne faut-il pas craindre de voir les indigènes prendre conscience de leur solidarité et de leur force ? Ne seront-ils pas amenés à comparer leur grand nombre à la faiblesse numérique de leurs conquérants ? Le danger est certes encore éloigné. Les naturels resteront de grands enfants incapables de rattacher les effets aux causes. Il faut cependant les considérer comme des fourmis travailleuses dont on doit ménager les forces, car le blanc ne sera jamais que l'esprit dirigeant les bras. Dans le Congo, c'est là qu'on crève de soif et de faim. C'est là qu'il faut trimer sans trêve jusqu'à la fin. Le soir, on songe à sa famille, peu rigolo. On pleure encore quand on roupille dans le Congo. Bruxelles est en fête, un incomparable brassage de population du monde entier. Ce 16 juillet, à l'hôtel Métropole, le gouvernement a réuni autour d'un banquet industriels et banquiers. À l'ordre du jour, le financement de la colonisation. Pendant votre séjour en Belgique, vous n'imaginez pas l'ampleur que prend la colonisation au Congo. Les industriels européens réclament du caoutchouc et des minerais. Léopold II organise la production à grande échelle et réalise pour son propre compte et celui de l'État colonial d'énormes bénéfices. Tous les moyens sont bons. Il nomme des administrateurs coloniaux, lève une armée. La population est soumise à des contraintes en vue d'accroître la production. Les militaires incendient vos villages, emprisonnent vos femmes et vos enfants. Et lorsque les quotas ne sont pas atteints, ils vous tirent une balle dans la nuque. Des cadavres, ils prélèvent une main. Et chaque main coupée est la preuve comptable de l'action militaire. Entre 1880 et 1920,
1 à 2 millions de vos compatriotes mourront de maladie, de famine ou d'exaction. À Tervuren, Belgique, en cet été 1897, l'exposition continue. Votre campement fait l'objet d'une surveillance constante. La police belge dirige les soldats congolais qui, eux-mêmes, encadrent les civils. Les déplacements sont interdits. Avec le mauvais temps, des mutineries éclatent. Le 4 août, le journal Le Peuple rapporte: des bagarres ont eu lieu au campement des Congolais. Et un officier a déclaré que si les nègres continuaient à se mutiner, ordre avait été donné aux soldats belges qui les surveillent de leur trouer le ventre. Il faisait froid. Les Congolais n'avaient pas l'habitude de ce climat européen, je dirais. Et donc à partir du 1er juillet, on connaît le premier mort, ce jeune de 21 ans, Ekia. C'était de la panique et puis surtout, eux commençaient à se poser des questions sur justement leur présence ici. Ce qui est drôle, c'est la réaction des organisateurs. Dans un premier temps, ils essayent d'étouffer l'affaire, c'est-à-dire ils essayent donc de garder secret cette nouvelle. Hein, ils ont tout fait pour que cette nouvelle ne se répande pas. Hein. Les organisateurs avaient peur donc de la réaction des gens, des visiteurs et surtout aussi des journalistes. Ce n'est qu'après 3 jours que le peuple a pu signaler ça à ses lecteurs. Alors, un lecteur du peuple réagit et envoie une lettre à ce journal et elle est publiée, elle est insérée dans l'édition du 11 juillet. Et il dit: je suis sans emploi et en lisant votre journal, j'ai été épaté du menu donné aux Congolais à Tervuren. Je ne suis pas si bien nourri qu'eux, loin de là. Et comme il y a actuellement dans leurs troupes une place vacante, je vous serais bien obligé si vous m'indiquiez la marche à suivre pour la postuler. J'y gagnerais au moins le ventre rempli. Mais nous autres, on dit toujours Bilungi. Tu sais qu'est-ce que c'est Bilungi? C'est l'enfer. Pour nous autres au Congo, c'est l'enfer. D'ailleurs, ça a été encore jusqu'à maintenant, c'est dommage qu'ils sont tous morts.